Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, mon verbomoteur inspirant avec du panache, est un véritable moulin à paroles, mais aussi un grand passionné de la vie. Le comédien qu'il est peut nous faire rire à gorge déployée ou nous faire pleurer à chaudes larmes. Quant au conférencier, il peut nous inciter au dépassement personnel. Quant à l'homme, il nous montre l'importance d'avoir une vie spirituelle. Il ne s'en cache pas, il croit en Dieu, mais il croit aussi en lui et aux heureux hasards de la vie. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Marcel, merci d'avoir accepté mon invitation. On n'est pas pressé. C'est le genre de show, je pense, que tu vas t'amuser. Bon. Parce que je le sais, pour avoir fait souvent des entrevues avec toi, tu es toujours très généreux. Tu aimes ça jaser, tu aimes ça expliquer les choses. Puis c'est ce genre d'émission-là, puis d'invitation que je t'ai lancé. Si tu permets, il y a une petite portion biographie d'abord pour un peu situer le personnage que tu es. Tu n'es pas vraiment un personnage, tu es un être humain, mais aussi un personnage d'une certaine façon. Tu es né le 15 juillet 1954. Ça te fait 59 ans. La soixantaine s'en vient. Tu le prends comment? Très bien. Très bien. Oh oui, moi, je prends ça. Ça me fait juste constater que le temps passe terriblement vite. C'est vrai. C'est vrai que ça va vite. Passe trop vite. Tu as été marié à Diane Lavallée. Marié avec Lise Martin. Marié, oui. Donc, deuxième vie. En 1985, naissance de Laurence Leboeuf, cette grande comédienne qui a aujourd'hui quoi, 27, 28 ans? 27 ans. 27 ans. Ouais. Comment est-ce qu'elle va, Laurence? Laurence, ça va super bien. Écoute, plein de beaux projets, plein de belles affaires qui lui arrivent. Moi, je suis très fier d'elle. Très fier d'elle. Ça doit, en tant que père. Ouais. En 2008, toi, tu te fais une deuxième famille. Oui, j'ai reparti, j'ai réouvert la machine. Et la machine, t'as-tu fermé, le canal famille? Non, le canal n'était pas fermé, mais donc tout ça était au repos. Et j'ai reparti une famille, puis là, je me retrouve avec deux petits gars. Oui, qui ont 5 et 3 ans. Oui, Emmanuel a 5 ans et demi, et puis Olivier a 3 ans, presque et demi. Là. C'est quoi la différence entre une première famille et une deuxième, Marcel? Moi, je suis beaucoup moins nerveux. J'étais nerveux la première fois. J'étais nerveux au moment où Laurence est venue au monde, à savoir si j'étais capable d'être un bon papa. Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Puis, j'ai quand même été rassuré assez vite de me dire que j'étais capable de mener cette barque-là, si tu veux. Et puis là, une deuxième fois, là, regarde, c'est sûr que certains matins, je serais menteur si je vous disais pas que des fois, je suis fatigué. Je suis fatigué. Des fois, on a moins d'énergie, moins de patience, peut-être. Les enfants, c'est comme c'est une lumière, s'il y a on-off. Oui, c'est ça. Quand c'est on, c'est on. C'est tout de suite, là, c'est maintenant. Là, parle-moi d'Emmanuel, puis parle-moi d'Olivier. Comment ils sont l'un et l'autre? Bien, c'est un peu le sauveur versus le rebelle. OK, donc tu me disais en entrevue. C'est un peu ça, il y a un petit peu de ça. Là, le plus vieux, c'est le sauveur, puis le plus jeune, c'est le rebelle. Oui. Mon Emmanuel, c'est probablement les deux adorent jouer les personnages. Et en ce sens-là, ça ressemble beaucoup à Laurence, ça. Parce que Laurence, elle aimait ça aussi, faire des personnages très petits. Alors, ils jouent des rôles, tout ça. Tu sais, ça, c'est remarquable. Mon Emmanuel, mon plus vieux, probablement, c'est un costaud. Il pèse 65 livres. Quand même. Il n'est pas gros, il est grand. Alors donc, moi, je l'appelle mon labrador parce qu'il a une paire de mains là-dessus. Mais c'est un petit garçon qui, pour son âge, a énormément d'empathie envers les autres. Beaucoup d'empathie, à l'écoute de ce qui arrive aux autres. Insensible comme ça. Insensible. Tu sais... L'autre jour, je vais le chercher à la maternelle, puis il a fait un dessin pour un petit garçon qui était malade dans la journée, puis la maîtresse, elle me dit, regarde, c'est beau, c'est rare, j'ai vu ça à 5 ans. Puis il avait dit au petit gars, regarde, je t'ai fait un dessin, regarde-le, puis tu vas guérir. T'sais. Fait que moi, on l'habille, puis on s'en va dehors, puis j'ai dit, Emmanuel, c'est formidable. Puis avant de sortir, il dit, papa, attends, il faut que j'aille faire un câlin à la secrétaire, elle travaille trop fort. Fait que là, j'ai fait sacrifice en sortant, j'ai dit, Emmanuel, t'as beaucoup d'empathie. 5 ans et demi? Oui, 5 ans et demi. T'étais-tu comme ça, toi? Moi, j'étais comme ça, oui, j'avais de l'empathie, mais pas autant que ça, je pense. Il me semble pas comme lui. Pas être à l'écoute des autres aussi jeune que ça, tu sais. Puis c'est un chef un peu, c'est un chef de file un peu, mais bien. Tu sais, c'est de la bonne chose. Il va chercher les autres. C'est un rassembleur. Un rassembleur. Quand tu sens que les autres ne veulent pas jouer, il va y chercher, tu sais. Alors que mon petit Olivier, lui, c'est un peu un rebelle, tout ça. C'est son grand frère.
son héros. Son idole, oui. C'est son grand frère. Alors, il fait tout comme Emmanuel. Puis Emmanuel sent l'importance des choses. Donc, c'est une belle dynamique, les deux. Quand on a des enfants dans la cinquantaine, puis je le sais pour avoir fait des entrevues, entre autres, avec J.C. Lauzon, avec Michel Barrette, le temps que l'on prend avec nos enfants est bien différent. J'imagine que c'est la même chose pour toi. Oui, parce que rendu à 50 ans, en tout cas, la notion du temps, là, tu commences à prendre le pouls de ça. Puis tout à coup, tu fais... Tu sais, moi, pendant longtemps, je pensais jamais qu'un jour, j'aurais 60. Là, je vais avoir 60, là, tu sais. Quand j'étais petit, moi, mon père, quand il a eu 40 ans, je trouvais ça vieux. C'est vrai que dans le temps, on voyait ça. 59. C'est ça, là. T'sais. Donc, toute cette notion-là du temps qui passe, ça, fait que, à un moment donné, ben, tu prends le temps de t'asseoir avec l'enfant, tu sais. Je pense que je m'assois plus à jouer avec eux autres que malheureusement je l'ai fait avec Laurence. Puis on est aussi plus conscient de l'importance des choses qu'on doit leur dire, leur donner, et du temps qu'on doit passer avec eux aussi. Oui, absolument. Puis l'importance de la parole, faire attention à ce qu'on dit. Tu sais. Ça, je l'avais avec Laurence aussi. Tu sais, parce que par une phrase, tu peux changer la vie de quelqu'un, par une phrase, tu peux tuer quelqu'un. C'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, moi, je dis souvent que les enfants, en fait, je disais ça quand ils étaient petits, c'est des cassettes enregistrées, des pâtes à modeler. Tu sais, il faut faire attention à tout ce qu'on dit puis à tout ce qu'on fait. Parce qu'on c'est des éponges. Fait que, écoute, non, absolument. Toi, as-tu eu une enfance heureuse, Marcel? Hyper heureuse. Deux parents qui s'aimaient, qui avaient une belle vie. Oui, mes parents, ma mère est malheureusement décédée il y a 2 ans. Mes parents ont été 59 ensemble. Ça a été leur seul amour l'un et l'autre. Puis, écoute, amoureux jusqu'à la fin. Ouais. Mon papa a 88 ans, mon père est en grande santé, conduit son auto, tout ça. Tu sais. Ah oui, encore? Oui. Il a travaillé dans un chemin de fer, c'est ça? Ben, mon père a été 46 ans pour le Canadien national. Puis c'était une job quand même prestigieuse dans le temps, dans les années 50. Ben, mon père était agent de station. Puis dans les années 50, 40 et 50, l'agent de station, il y avait le notaire, il y avait le curé, puis le docteur de la place, mais il y avait l'agent de la station, parce qu'il parlait français, il parlait en anglais. Donc, c'est quelqu'un qui savait écrire tout ça. Des gens envoyaient des messages, des fois, par télégraphe. Bon, mais il fallait qu'il les souvent, mon père, c'est lui qui écrivait pour les gens, puis après ça, il envoyait le message par télégraphe, tout ça. Comment ça fait que ça t'a pas tenté d'avoir une carrière dans le monde ferroviaire comme ton père? Étudiant, j'ai travaillé, comme on appelait dans le temps, j'ai travaillé sur la track, moi, quand j'avais 19 ans, quand j'étais étudiant à l'école de théâtre, tout ça, mais non, ça m'a pas... j'étais trop attiré par le métier de comédien. Moi, j'étais quelqu'un de très timide, hein, jeune. J'étais hyper timide. Fait que je pensais pas que c'était pour moi, ce métier-là, mais en même temps, il m'attirait, ce métier-là. Puis c'est à quel moment que tu as senti que tu avais peut-être là quelque chose en jouant devant le... J'ai jamais joué devant du monde avant de faire l'école de théâtre. Moi, Attends, t'as jamais fait ça? Non. Tu fais l'école de théâtre, puis tu joues devant du public? Ouais, j'avais jamais fait ça avant. Aïe, aïe! Ouais, moi, c'était au cégep Léon-Ligros à Sainte-Thérèse. En 1972, je m'inscris en lettres. Je veux devenir journaliste. Et cet automne-là, ils nous laissaient faire nos propres horaires. Alors moi, un coup que j'avais fait le tour des tableaux, j'avais réussi à me faire un horaire. Puis le dernier cours qui rentre dans l'heure que je m'étais fait, c'était un cours de théâtre d'improvisation donné par Sophie Clément. Et Sophie, après un mois de cours, m'a regardé après la classe. Elle m'a dit, toi, tu devrais devenir un comédien, tu as le talent pour faire ça. Et pourtant, dans pas de casting du tout. Tu étais toujours timide. C'est pas parce que tu faisais le cours que ta timidité était partie. Elle me faisait remarquer que quand je jouais, quand j'improvisais puis je faisais des personnages, ma timidité disparaissait. Comment ça se faisait que ça partait, ça? Donc, c'était une question de confiance en moi. Il y avait une question d'estime de soi aussi là-dedans. 1974, tu rentres à l'École nationale de théâtre. Oui. Tu as 23 ans? J'ai 21 ans. 21 ans? Oui. C'est quand même des grosses études. Oui. Oui, puis c'est 3 années où j'ai appris à me connaître moi. J'ai appris à découvrir que j'aimais ce métier-là. Ce métier-là, je l'ai vraiment appris après. Je l'ai vraiment compris par après. Mais les 3 années, là, c'est à la découverte de Marcel. Là. Parce que c'était quoi? C'était d'abord la théorie, puis ensuite c'est la pratique? C'était un mélange de tout ça. Ah, ouais, un mélange de tout ça. J'ai eu Jean-Claude Germain comme prof. J'ai eu, Marcel Sabourin au niveau de l'improvisation, tout ça. C'est Michel Rossignol. André Pagé, qui était mon directeur à cette époque-là. Alors, c'était vraiment des belles années. Tu sors diplômé à 23 ans? Ouais. Presque 24. Tu ne trouves pas une job tout de suite en sortant? Non. Moi, en sortant, là, il fallait bien que je gagne ma vie. Fait que j'avais conservé mon emploi d'étudiant. Moi, je travaillais pour M. Gendron, à Laval, ici. Un monsieur qui était le nettoyeur des expos, qui a été toute sa vie le nettoyeur des expos, donc, de tous l'existence des expos. Tous les uniformes? Alors moi, j'arrivais, mettons, à quatrième manche. Puis là, je regardais le match. Puis j'étais très souvent avec le fils
avec Jean-Pierre, le fils de M. Gendron. Et puis là, ben, quand la partie finissait, on entrait dans la chambre des joueurs. On faisait d'abord l'équipe visiteur, puis après ça, on faisait les expos. Puis on ramassait l'équipement des joueurs, mais on ramassait aussi leur linge privé. Fait qu'il y avait certaines commandes, parce que des fois, ils étaient 1 ou 2 semaines à Montréal avant de partir pour aller dans les autres villes, tout ça. Donc, M. Gendron faisait le nettoyage. On ramassait tout ça. C'était qui les joueurs de cette époque-là? Valentine, Warren Cromartie, Gary Carter. C'était des gens tu voyais que ces chandails-là? Ah oui, ben oui, je les voyais comme je te vois là, proche de même. Là, puis, Tu partais avec eux autres, tu allais les nettoyer, ouais, puis tu ramenais ça. On revenait le lendemain matin, ils faisaient le nettoyage durant la nuit. Puis le lendemain matin, on ramenait avant-midi, on ramenait tout ça. On avait aussi les concessions, toutes les concessions, les placiers, la sécurité, tout ça. Là. Ah, oui, c'était... Ton premier big break à la télévision, ton premier vrai contrat, c'est-tu Chop Suey? C'est-tu par là que ça a commencé? Ma première affaire à la TV, là, Oui. c'est dans un téléthéâtre. Je me rappelle plus le nom du téléthéâtre. J'ai vu des images de ça il n'y a pas longtemps. Je fais un livreur de poulet. Je viens livrer du poulet. C'était M. Guévremont. Ça a été son dernier rôle. Je parle pas le Guévremont. C'était son dernier rôle à la télé. Puis je venais y servir du poulet dans un parc. Puis C'est pas un grand rôle, là. Hein? C'était- Non, je faisais un livreur de poulet. Mais t'avais quoi, combien de lignes? Ah, j'avais 2 lignes. 2 lignes, c'est ça. J'ai votre poulet, ça coûte tant, c'était ça. Mais je voulais tellement ce petit rôle-là que j'avais fait croire que j'étais capable de conduire manuel. T'avais Je jamais conduisais fait pas ça? pantoute manuel. Mais écoute, si j'arrivais d'un coin d'eau à l'autre, j'ai changé une fois de vitesse et puis j'ai appris ça vite, là. Et sinon, je regardais ça. D'abord, il y a eu Les Moineaux, les Pinsons, c'est vrai. Ouais. 82 à peu près, toi, quelle année? Les monos, soit 80. 80. 80 à 83, là, dans ces coins-là. Ouais. Écoute, t'as joué, puis là, t'es frais moulu, là, t'es nouveau. T'es entouré de Fernand Gignac, de Rita Lafontaine, de Gaétan Labrèche, de Roland Bédard, de Gisèle Dufour, d'Edgar Fruitier, de Gabriel Gascon et de Rose Ouellette. Oui, Yolande Guérard aussi. Ah, tu vois, Yolande était là aussi. Yolande Guérard était dans ça. Puis Madame Ouellette. Madame Ouellette, ça a été une inspiration pour toi? Ah, ouais. Madame Ouellette est devenue ma 3e grand-mère. Moi, c'était une histoire d'amour entre elle et moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, elle m'a pris en adoption, je sais pas. Elle avait pas eu d'enfant. Elle avait-tu des... Oui, elle avait une fille. Elle avait une fille. Une fille, oui. Mais son petit Leboeuf, elle me trouvait drôle, je la faisais rire, tout ça. Puis moi, ce que j'adorais, c'était l'inviter au restaurant après les enregistrements. Puis moi, j'y payais le lunch. Je n'ai pas fait mon smart, puis je payais le lunch. Puis tu payais une bière sûrement. Ben oui, une petite bière tablette. Petite bière tablette, Ouais. c'est ça? Puis je la faisais parler. Juste pour écouter ses histoires. Juste pour écouter ses histoires. C'est une de son encyclopédie. époque à elle. Bien sûr. Moi, j'ai fait ça souvent. J'ai fait ça avec Claude Blanchard pendant longtemps sur Virginie. c'est vrai. Claude puis moi, on jouait sur la faire parler sur son temps, puis ça, tu sais. Parce que t'apprends beaucoup comme ça. T'sais. Même si elle n'a pas fait le métier comme moi je le fais aujourd'hui. Tu comprends? Mais c'est beau d'entendre, justement, c'était quoi l'histoire de ton métier à travers les yeux et les expériences de ces gens-là. Ouais. Je vais te parler aussi de Chop Suey, où tu jouais le rôle de Jean Côté. Ouais. Tu as vécu d'une certaine façon, quelques années après, le décès de Marie-Soleil Touga. Pas longtemps après. Pas longtemps après. Écoute, presque 3-4 mois après. Ah, pas là. plus longtemps que Pas ça. plus longtemps Ah, que tu vois, ça. je pensais que c'était plus long. Entre notre dernier party de Chop Suey puis sa mort. que c'est arrivé pendant c'est l'été. passé- Mais oui, c'est passé. Ah non, c'était. Écoute, puis moi, Marie-Soleil, qu'est-ce que tu veux, toute la gang, on l'a vu passer de jeune adolescente à femme. Ben oui. Tu sais, parce que les 9 ans qu'on a fait ça à peu près, là. Tu sais. Ah non, moi, j'étais très proche de Marie-Soleil. Elle est morte à 27 ans. Ouais, Pas vieille. Ouais, t'es pas vieille. Ça a été quoi le choc que ça t'a fait, toi, en tant que collègue? peut-être Moi, c'était même comme si ami? j'avais perdu une fille. Ah ouais, ce point-là. Moi, ma fille Laurence, là, elle est comédienne, là, à quelque part, c'est grâce à Marie-Soleil Touga. Comment ça? Parce qu'un jour, je m'en vais à Fort-Boyard avec Laurence. On est en 1995. Laurence avait 8 ans. Et la veille d'aller dans le fort, on est en train de manger. Il y a une dame qui arrive en coup de vent puis qui nous dit très fort, « Demain, Laurence Leboeuf, elle ne peut pas venir dans le fort. C'est une question d'assurance. » Ma fille, ça faisait 3 mois qu'elle avait dit à toute son école, je m'en vais à Fort-Boyard. Et là, je regarde, j'observe Laurence, elle a tellement de la peine. Tout ce que je vois, c'est des grosses larmes qui tombent dans sa soupe, OK? Fait que là, moi, Marie-Soleil arrive d'un tournage, je viens ici, je fais quoi avec ça, Marie? Je dis, moi, regarde, ça fait 3 mois qu'on a mis dans la tête là, qu'elle venait à Fort-Boyard. Elle dit, laisse-moi ta fille, je vais tout arranger ça. Elle est partie tout seule avec Laurence, puis ils sont revenus tard dans la soirée. Laurence, elle arrive à l'hôtel, mon vieux, elle sautait partout comme si elle avait des springs après les pattes. Elle dit, c'est beau, papa, tout est arrangé. Fait que je dis à Marie-Soleil, qu'est-ce que tu as dit? Ah, je peux pas tout te dire. Mais j'ai dit à ta fille qu'un jour, elle aussi, ça va être une comédienne. À l'âge de 12 ans, c'est l'enterrement de Marie-Soleil Touga. Laurence, ça me dit en pleurant, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un que j'aime qui meurt. 3 jours après, elle nous annonçait qu'elle voulait devenir une comédienne. Et moi, j'ai grand plaisir à dire que Marie-Soleil Touga, qu'est-ce qu'elle a légué à ma fille avant de mourir? C'est pas de l'argent. Elle a légué une petite phrase pour que ma fille puisse continuer sa vie. C'est la passion, donc. Oui. L'espoir. Oui. L'espoir. Ben oui, l'importance de la parole. Je
Je veux dire qu'au cinéma, tu as joué dans plus d'une dizaine de films, plus d'une quarantaine de pièces de théâtre, tu as même eu ton théâtre. Puis il faudrait que je mette ça à jour. Tu sais quoi? Je pense que je suis rendu à 55 pièces. T'es-tu sérieux? Oui, c'est plus que ça. Il faut que je le mette à jour, ça. Là. T'as été chroniqueur dans la Tribune pendant 4 ans Oui. parce que tu avais étudié le journalisme. Oui, j'adorais ça. En 2001, tu as entrepris ce qui a été un grand tournant dans ta vie, c'est-à-dire la marche de Saint-Jacques de Compostelle. D'ailleurs, on y reviendra un petit peu plus tard. D'accord. En 2001, tu es devenu conférencier. C'est un grand tournant, ça. Tu vois les hasards, là? Regarde, je marche Compostelle puis je deviens conférencier. C'est fou, quand même. Ouais. En 2006, implantation d'un vignoble à Saint-Hilaire. Oui. T'es malade mental, faire ça. Oui, ça, Parce que tu n'avais aucune connaissance, toi. Aucune, zéro. Zéro connaissance. Sauf que moi, je crois fermement qu'on peut faire de l'agriculture en milieu urbain. Il faut arrêter de... C'est correct de construire. C'est correct qu'il y ait des gens qui bâtissent. Parfait. Ça en prend des maisons. Je reste bien une maison, moi aussi, là, tu sais. Mais je pense qu'on peut faire de l'agriculture en milieu urbain. Puis en 2013, tu as fait ta première école de raisin. J'ai ma première récolte, là, en 2011. 2011. Ouais. Puis là, cette année, tu as fait quoi avec tes raisins? Là, cette année, j'ai revendu une part de mon raisin. Cette année, j'ai pas fait de vin parce que j'ai pas encore mon permis pour construire mon chai. J'ose espérer que la ville de Saint-Hilaire sont en train de me donner ça. En parlant de Saint-Hilaire, tu leur as donné la maison d'Auzias-le-Duc. Oui. Quand même une maison de 400 000 Ouais. pour qu'ils en fassent un centre d'interprétation. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Moi, je crois beaucoup à ça, sauver des morceaux de patrimoine. Moi, je pense que si tu sais d'où tu viens, il y a des bonnes chances que ça va t'aider à savoir où tu t'en vas. T'sais. Et malheureusement, au Québec, on détruit actuellement trop de choses qui sont patrimoniales. Et il faut les sauver. T'sais. Et ça, cette maison-là, moi, si j'achète pas ça, je sais pas, puis que je la donne pas, je sais pas ce qui arriverait avec cette maison-là. T'sais. Malheureusement, ce serait peut-être revirer en condo, je sais pas, tu comprends, mais je trouvais ça important. Auzias-le-Duc, il n'y avait pas de musée Auzias-le-Duc à Saint-Hilaire. C'est un peintre archi important. C'est le père spirituel de Paul-Émile Bordua. Sacrifice. Il a aménagé bien des églises, dont l'église de Saint-Hilaire, l'église de Shawinigan-Sud. Il y a quelque chose de magnifique au diocèse à Sherbrooke. Il y a une petite chapelle qui a été aménagée par Auzias. Sacrifice. À un moment donné, il faut les sauver, ça fait, puis les apprécier, ces choses-là, tu sais. Et la phrase qu'on a, la devise sur chacune de nos plaques minéralogiques, c'est « Je me souviens ». Ouais. Tu trouves pas ça un peu ironique? C'est ironique en masse, oui. C'est notre bloc avec ou sans pulpe. On vérifie la température de l'eau de nos invités par rapport à certains sujets, soit d'actualité ou des sujets de la vie courante, et on leur demande donc de nous suggérer des thèmes. Le premier, c'est celui qui est revenu le plus souvent cette saison. Je le comprends, c'est la base de tout, c'est la famille. Toi, c'est un de tes sujets fétiches. Ouais. D'ailleurs, tu en as eu 2 familles, mais en même temps, tu es capable d'en faire une en... Oui, Oui. oui, absolument. Tout ce beau monde se retrouve. On est assez rassembleurs pour être capable de faire qu'on est une famille, dans le fond, tu sais. Une grande famille, une famille élargie. Il y en a énormément au Québec maintenant, tu sais. Autrefois, quand dans ta classe, quand tu étais petit, puis il y avait quelqu'un qui avait juste un papa ou une maman, c'était rare. Maintenant, c'est celui qui a ses 2 parents, c'est plutôt rare. C'est vrai, c'est vrai. De réussir à concilier ça. Tu sais, on met des enfants au monde, là. Tu sais, je ne dis pas pour faire mon smart, mais c'est d'être capable de mettre tes culottes, puis de ne pas se servir non plus des enfants, même si ton ex t'a fait les... Puis c'est pas le cas pantoute de Diane, bien au contraire, parce que Diane Avalé, c'est ma meilleure amie dans la vie. Là. Mais si ton ex t'a fait les pires vacheries, tout ça, puis que ce soit un homme ou une femme, que ton mari t'a fait les pires vacheries, tout ça, puis il faut que tu tournes la page. Puis surtout si t'as des enfants, ne pas se servir de tes enfants par vengeance. Puis pas parler en mal de l'autre parent aux enfants, parce que dans le fond, ce que ça fait, c'est d'abord, ça leur fait une peine immense, tu comprends? Je pense qu'on veut toujours, tout au court, puis moi, j'en suis un enfant de parents divorcés. Je pense que j'aurais aimé ça que mes parents reviennent, mais à un moment donné, ça ne revient pas. Puis ce genre de discours-là, il ne faut pas l'avoir, parce que ça peut se retourner contre soi, mais surtout contre l'enfant. T'sais. Oui, puis, tu sais, je vais prendre, mettons, je ne vais pas parler pour elle, mais je pense que Laurence, si on avait, mettons, à revenir dans la vie, je pense qu'elle ne serait pas folle de ça, parce qu'elle trouve qu'on a une bonne entente maintenant. Puis vous êtes épanouis chacun de votre côté aussi. Absolument, absolument. Puis, tu sais, Diane Lavallée, là, c'est une bonne personne. Oui. Tu sais, puis tout comme ma femme, Lise Martin, c'est du bon monde, tu sais, puis ils font une belle job de mère, tu sais. Diane a fait une mauvaise de belle job de maman, parce que, tu sais, il faut que je le dise, moi, c'est moi qui est parti. Je veux dire, Laurence avait 3 ans, je suis pas allé bien loin, mais c'est quand même Diane qui a eu toute la charge tu comprends? Puis c'est elle qui l'a élevée. Si Laurence est ce qu'elle est aujourd'hui, moi, je suis très fier de ma fille, mais c'est grâce à sa mère. Il faut que je sois capable d'admettre ça. Les méchancetés sur les réseaux sociaux. Tu es sur Facebook, entre autres. Oui.
Oui, c'est tough des fois. Tu sais, ça fait mal des fois. Il y a des gens qui... il y a beaucoup de méchanceté au Québec. Il y en a ailleurs sûrement, tu sais, mais là, je vis au Québec. Je vais au Québec. c'est à travers le monde, beaucoup de la lâcheté. méchanceté. Oui, mais beaucoup de lâcheté à travers les réseaux sociaux aussi. vrai. De choses pas signées, puis... Même s'il y en a qui signent des fois, c'est peut-être même pas le bon nom. C'est pas leur identité, souvent. Les gens se cachent derrière une jalousie, derrière des envies, sans trop savoir. Ils démolissent. C'est l'intimidation, ça. Oui, absolument. C'est même de l'agression, à la limite. Oui, absolument. C'est de la violence psychologique. Ah, oui. En as-tu vécu, toi? As-tu eu ce genre de message-là sur ta propre page Facebook? Moi, j'ai eu des affaires, tu sais, parce que un moment donné, je me suis un peu impliqué émotivement dans une entreprise qui s'appelle Pure Noisettier, qui a fait le collier, tout ça. Tu sais, j'ai quelqu'un à un moment donné qui m'a écrit que je devrais me pendre avec mes colliers, tu sais. Tu fais sacrifice, tu me connais pas, tu sais pas l'implication pour laquelle je suis là-dedans. Tu penses que je fais du gros cash avec ça, alors que je fais pas de gros cash avec ça. Je fais pas de cash avec ça. Porte-parole. Je suis le porte-parole. Puis il était question à un moment donné que je devenais peut-être actionnaire. Puis finalement, ça n'a pas pu marcher, puis ça, tu sais. Puis j'ai à cœur ça, puis du plus profond de mon cœur, quand je me suis embarqué là-dedans il y a 10 ans, c'était pour aider ces gens-là qui se partaient d'une petite compagnie. Ben, je sais que c'est dur de partir. Puis c'est pas tout à fait réglé, hein? Ton dossier, peut-être, si tu veux, on en jasera plus tard, mais c'est pas le but de la conversation. Non, mais regarde, il y a de la recherche qui se fait actuellement. Puis la recherche, elle, mais qu'est-ce que tu veux, c'est long. C'est ça que j'avais sous-estimé, moi. Peut-être ma seule consolation par rapport aux réseaux sociaux, c'est que monsieur et madame tout le monde sont maintenant exposés à ce que nous, on vit en tant que personnalité publique, c'est-à-dire que lorsqu'on écrit quelque chose, ou qu'on dit quelque chose, si on le fait par vidéo, on peut aussi être visé par d'autres personnes. Ah ben oui. Il n'y a plus tout à fait l'anonymat à ce moment-là. Oui. Tu sais, quelque part, là, on va toujours trop loin pour ceux qui vont nulle part. C'est d'ailleurs une de tes phrases que tu m'as dit. Fait que tu sais, ça, là, en partant, là, tu vas déranger. Si tu vas faire des affaires dans la vie, bien, c'est ça. Puis des fois, le Québec, malheureusement, il y a une mentalité de petit. Oui, c'est vrai. Alors, toi, tu pars une business de quelque chose, tu vas en avoir 10 qui vont te copier. Tu sais? Donc, c'est ça, c'est comme ça. Mais en Asie aussi, hein, je veux juste te dire ça en passant. Là. Ah, ben regarde. Mais tu sais, on est au Québec, là. Oui. Le nouveau procès de Guy Turcotte, toi, ça t'enchante? Ah, je suis pas enchanté de ça. Non? Moi, cette histoire-là me bouleverse énormément, tu sais. Énormément. Je le jugerai pas. Je veux pas être dans ses bottines à lui, tu sais. Je voudrais pas être un parent dont l'enfant est assassiné. Je voudrais pas avoir à vivre ça. C'est ça. Mais il faudrait Éric, que tu me frappes pendant bien longtemps qu'une poêlonne dans le front pour que je me serve de mes enfants par vengeance. C'est sûr. Même si quelqu'un m'a fait la pire vacherie, là. Tu sais, pour moi, là, c'est même pas dans mes gènes. Puis je le dis pas pour mon smart. Non. C'est pas... Je juge pas, tu sais, mais ça me rend d'une tristesse, mon gars. Mais pourquoi ça t'enchante pas d'abord, le nouveau procès? Ça peut pas m'enchanter. Oui, c'est bien parfait qu'il y ait un nouveau procès. Moi, je trouve ça bien correct. Parce qu'il n'a pas été jugé, en tout cas, à la mesure de son crime, je pense, avec le premier. On pense qu'il n'a pas été jugé adéquatement, tu comprends? Mais au-delà de ça, puis la peine immense d'Isabelle Gaston, on la ressent. Revivre ça, on va toutes et tous revivre ça encore, tu sais. Mais c'est pour ça que... Tu sais, c'est important de se dire les vraies affaires des fois dans la vie. C'est ça que les conférences sont venues faire dans ma vie. Hein. Sont venues donner un sens à ma vie. Tu sais. Je vais te dire aussi une autre dimension. Nous autres, les gars, on dit pas souvent les vraies affaires. Pas qu'on le dit pas, là, mais souvent, dans ce genre de détresse-là, nous autres, les gars, on se réfugie, on va être plus fort, on va l'avoir. Tu sais. C'est peut-être, je te dirais, la grande leçon par rapport à ça. Moi, ma leçon à moi, c'est que je trouve qu'il y a des hommes qui sont en difficulté, qui ne se servent pas assez des ressources qui sont là. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a quand même assez. Et malheureusement, on connaît la fin de cette histoire-là. Tu sais, puis si, mettons que dans ton domaine, tu es une prima donna, puis que tu es comme Dieu pour les gens autour de toi, puis que tout à coup, Dieu il se fait tromper, il faut que Dieu mette son ego de côté. Tu sais, ça arrive, ça, des fois, dans la vie. Là. Parlons d'ego, puisqu'on est dans le sujet. Le délire de Rob Ford, le maire de Toronto. Spécial quand même, hein, qu'un élu d'une vulgarité incroyable. Absolument. 40 des gens de Toronto voteraient pour lui encore, malgré toutes ces révélations. À quelque part, les résultats comme maire de Toronto sont pas si catastrophiques, bien au contraire. Bon, on parle de Gilles Vaillancourt, ici à Laval. Il y avait encore 8 des gens qui auraient voté pour lui. Mais lui, qu'est-ce que tu veux? Il mène la ville quand même relativement bien. Oui. Sauf que le personnage, la personne comme telle, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'allure. Comment est-ce qu'il peut faire, quelqu'un qui prend de la drogue, comment est-ce qu'il peut faire pour
des fois, dealer avec son chef de police. C'est juste ça, là. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Comment tu peux faire, toi, pour argumenter avec ton chef de police? Oui. Ce qu'il va falloir qu'on fasse en sorte de freiner la drogue à Toronto. Il va faire ça comment, là? Oui, c'est ça. Après avoir fumé du crack, puis avoir une vidéo de ça, en plus, là. Hey, mais là, il a rencontré Jésus. Il n'y a pas de vidéo de ça, Blanc. Non, c'est c'est plate, ça, tu sais. c'est ça. Une vidéo avec les gens, les pushers, mais pas avec Jésus. C'est dommage. Dernier de tes 5 sujets, le pont Champlain, tu dois l'utiliser, j'imagine, étant donné que tu habites sur la Rive-Sud. Ouais, sais-tu quoi? Maintenant, quand j'ai allé, mettons, à Ottawa, à cause des conférences, souvent, ou même en tournée, parce que je fais beaucoup de tournées de théâtre, là, j'ai découvert le pont de la 30 à Valleyfield. Même si ça coûte 1,5 pièce, ça coûtera ce que ça voudra. Écoute, mon vieux, le temps que je sauve, parce que comme j'habite à Saint-Hilaire, Oui. rapidement, je suis sur la 30, et là, je contourne toute la ville de Montréal. C'est fabuleux. Fabuleux! Tu sais ce qu'on va vivre à Montréal avec le pont Champlain. Ça va être un enfer pour les... Combien d'années qu'ils disent que ça va prendre avant de le finir? Mais comment ça fait? Regarde ça dans le cas, là, que tout à coup, il y a un cataclysme qui fait qu'on n'a plus de pont. Ah. Là, il faut en refaire un pont. Oui. On en aura un assez vite, un pont. Oui, c'est sûr que ça ne prendrait pas tant de temps. temps. Oui. Entre toi puis moi, là. Tu sais, C'est quoi, c'est-tu 7 ans qu'ils ont dit que ça allait prendre? Je sais plus, là. 7 ans maintenant, Ouais. jamais tout à l'heure, là. Oui. Et le prix, en plus. Oui, oui. Ça, c'est une autre histoire. Ah, ça, c'est une autre affaire. Nous sommes la somme de nos expériences, mais aussi de nos réflexions par rapport à la vie. Puis quand on est rendu à 59 ans, on ne peut pas dire que c'est ça qui manque dans notre bagage. On en a plein. Ouais. Et puis, je demande à chacun de mes invités de me parler de 3 moments qui ont peut-être changé leur vie. Et on en a glissé un mot tout à l'heure, puis je pense qu'on allait y revenir. Il y a le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ouais. Ça, je ne suis pas gêné de dire ça, moi. Il y a avant et après Compostelle pour moi. Qu'est-ce qui t'a amené là, justement, à Compostelle? 3 choses. Premièrement, en 2000, pendant un an, le téléphone a pu sonner pour moi comme comédien. Ça marchait plus. Ça marchait plus. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bien, un temps d'arrêt. Puis moi qui est workaholic, fait qu'imagine le T'as petit dû hamster, tourner en là, rond dans la maison, mon probablement. hamster, il virait là, pas pour rire. Là, tu sais. Mais en même temps, c'est comme si la vie, elle m'ouvrait une porte pour dire, regarde, prends donc, réfléchis donc sur tout ce que tu as de fait, puis où c'est que tu t'en vas avec ça, là? Okay. Mais quand tu arrives à ce constat-là, c'est-tu quelqu'un qui te le dit ou c'est ta tête qui te fait « Oh, attends un peu, les moteurs, mon affaire. C'est de tout. Il y a la deuxième raison, puisqu'il y a 3 raisons pour que j'ai marché. La deuxième raison, comme un malheur n'arrive jamais seul, j'ai vécu une peine d'amour en 2000. Fait que je me suis dit, bien, je vais m'aller cuver ma peine en marchant. Ouais. Puis une autre bonne raison, c'est que moi, j'ai un chum qui avait travaillé 2 étés au théâtre qui s'appelle Pierre Prince. Puis en 2000, il arrive en coulisses. Là, il travaillait pour Cascade à plein temps. Puis il arrive en coulisses, puis il avait m'écrit de 100 livres, mon gars. Puis il manquait un gros morceau dans le cou. T'as tout arraché, ça. Moi, je sortais, il y a eu un accident de char. Je dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Fait que je peux te voir 2 minutes dans ta loge. On s'en va dans ma loge, puis il me dit textuellement, il dit, t'es chanceux de planifier plein d'affaires dans ta vie. Il dit, moi, je sors de l'hôpital d'Arthabasca. Il dit, Marcel, j'ai un cancer généralisé. Il m'ouvre son jacket et il me montre ça, mon gars. Ça va de là d'un champ de bataille. Il dit, mon petit gars, que 3 mois, là, je le verrai pas avoir 1 an. Puis à quel âge à ce moment-là? 32. Fait qu'il m'a dit, toi, il dit, ça fait des années que tu nous parles de Compostelle. Il dit, tu me dis que t'as pas de job, va le marcher. Ah, c'est lui? As-tu fait? Qui suis-je, moi, pour me plaindre alors que lui? Ouais. Ah, moi, je me suis retrouvé sur le chemin de Compostelle le 16 juillet 2001, sans trop savoir ce que je fais là, mon gars. Je sais pas ce que je fais là. T'avais pas fait beaucoup de recherches avant d'y aller? Ou? Ben, un peu, mais j'avais lu un article dans la revue Géo, une revue française, sur Compostelle. Puis ça faisait des années que j'avais lu ça. J'avais lu ça dans les années 95. Moi, j'étais, on va faire ça, moi. Un jour, on va faire ça, tu sais. Sans trop y croire, ça. C'est comme la vie a fait, tout le monde se la bœuf, toi, tu vas aller marcher ça, tu sais. Et puis, je me retrouve sur le chemin, mais je ne sais pas ce que je fais là, mais la première journée, tu sais, parce Tu vas que... là tout seul ou t'es... Tout seul. Seul. Tout seul. Tes espadrilles, ton sac à dos, puis Ouais. tu marches. Puis là, je me dis, ben qu'est-ce que... Pourquoi je peux aller à Cuba ou je peux aller en République dominicaine? Non, je voulais souffrir avec un pack-sac sur le dos, j'étais bien trop pesant, tu sais. Mais j'avais, la veille de mon arrivée, j'étais allé chercher mon passeport de pèlerin qui s'appelle la crédentiale. Puis ça sert à chaque fois que tu dors à quelque part, il t'a l'étampe avec une étampe différente. Puis si tu vas avoir ton certificat à l'autre bout, ben ça te prend cette patente-là, tu sais. Puis bon. Pour avoir marché. Pour avoir marché. Mais si vous voulez pas ça, marchez, puis bordez-vous pas de ça. Moi, je voulais ça. Fait que je vais chercher ça la veille, puis là, je rencontre une religieuse qui est là, une Française, qui me fait rire au bout. Elle avait de là de la poune en religieuse, tu sais. Fait que, elle me fait bien rire de ça, puis à un moment donné, elle me dit qu'elle a rien que 19 ans. Je dis, quel âge t'as, toi? Elle dit 19 ans. C'est pour moi, à 19 ans, en 2001, t'es religieuse. Pour moi, s'il y a quelque chose qui ne marchait pas, là, ça. un autre mystère, une autre affaire. Fait que le lendemain matin, je m'en vais à la messe de départ des pèlerins.
Puis elle est là, puis elle me dit, c'est toi qui vas lire l'épître ce matin. Je dis, non, je vais pas lire l'épître le matin, moi, je suis en vacances. Elle dit, non, c'est toi, tu sais. Est-ce qu'il y a une petite cérémonie à chaque fois avant de prendre... 365 jours par année. Il y a une messe de départ de pèlerin. Fait que là, on était 30 ce matin-là. On aurait pu être un matin quand t'as 200. On aurait pu être rien que 2, on était 30, tu sais. Et là, ben, après la messe, je sors, puis je commence à marcher. Puis là, ben, je sais pas trop ce que je fais là, tu sais. Puis je me dis, ben, coudonc, là, je commence à penser. Puis là, j'ai chaud. Puis ça monte, tout ça en partant, ça monte. Puis je suis parti du Puy-en-Velay en France. Et puis là, je suis en train de calculer qu'au prochain village, je vais prendre un taxi, je m'en vais chez nous. Là, je demande au chemin, je demande à la vie, envoyez-moi un signe, sinon, regarde, moi, je débarque. Tu sais, puis. Et est arrivé un Français, que je connais pas, que j'avais pas vu à la messe. Puis, alors, il me dit, comment ça va, toi? Ben là, je suis magané. Ah, t'as un accent! Je dis, non, c'est toi qui as un accent. Et là, ce gars-là, mon vieux, tout à coup, apparaît à côté de moi. Marcel Leboeuf. En français. En français. C'est mon miroir. Ce gars-là, habituellement, c'est moi, parce que je n'oublie pas que j'étais en dépression là, en 2001. Fait que là, je fais, aïe, aïe, moi, j'ai jamais connu la dépression. Je suis de même habituellement, parce qu'il fallait que je sache c'était quoi la dépression pour que je sois capable d'en parler. Et là, lui, ce gars-là, mon vieux, il se met à me faire revoir les couleurs. Moi, je voyais rien que du noir. Et là, il me fait revoir du bleu, du jaune, du vert, du rouge. J'ai tellement tripé tellement tripé avec ce gars-là, à en oublier qu'on marchait. Maintenant, une journée, on s'est trompé de 8 km. À 8 km à pied, je sais pas si tu sais, là. C'est long en baptême, là, tu sais. Fait que là, puis on revient, là, tu sais, puis... Mais vraiment, on a refait le monde, tu sais. Puis après 3 jours, il me dit, alors toi, au Québec, qu'est-ce que tu fais? Bien, moi, je suis comédien. Je t'ai pas dit ça. Ah! Il dit, moi, je suis premier assistant au cinéma. Aïe, aïe, premier assistant. Il dit, en septembre, je fais un film avec Depardieu. Aïe, aïe, parle-moi de Depardieu. Fait que là, il me raconte Depardieu, puis ça. Ah, bon, alors, dis-toi au Québec. Puis je dis, moi, en 2009, ça faisait 25 ans que j'étais comédien. Puis j'y raconte que je m'étais fait bâtir un théâtre d'été. Un théâtre d'été? Ben, je dis, oui, j'explique qu'au Québec, l'été, on va au théâtre, ça. Ah bon? Puis quel genre de pièce vous faites? Avant ça, il me dit, mais comment il se fait que t'es là, t'es le propriétaire? Puis je dis, j'ai un associé. Il s'appelle Normand Chouinard. Puis mon associé, c'est plus qu'un associé, c'est comme un frère. Ah, c'est un grand chum. Ouais. Des années. Puis Normand, c'est mon frère. Ouais. Fait qu'il me permet de marcher. Ah bon, mais c'est bien! Quel genre de pièce vous faites? Puis je dis, en général, on faisait écrire des auteurs. On passait des commandes, c'est bon, c'est le bowling, des thèmes, ça. Mais cet été, parlant de l'été 2001, c'est la première fois qu'on a pris les droits d'une pièce française. Ah bon, quelle pièce? Quand même, je te dirais la pièce. Tu connais pas, c'est certain. C'est une jeune troupe de la région de Bordeaux qui a écrit ça. Ça s'appelle André le Magnifique. Il arrête de marcher, Eric. Il me regarde, il me dit, Marcel, ma meilleure amie a écrit et joue dans André le Magnifique. Bien, sa meilleure amie, 6 mois avant, c'est avec elle au téléphone que j'ai négocié les droits de la pièce. Vous vous rencontrez, si je On se rencontre. Je veux dire, c'est quoi les chances que je rencontre quelqu'un qui connaît cette femme-là? Alors là, mon vieux, moi, qui demandait un signe, quelque chose, c'est très anecdotique ce que je compte là. Mais pour moi, ça faisait du sens. C'est comme si le chemin m'a fait un clin d'œil en disant, reste dans le trail, mon petit homme, t'es dans la bonne trail. Puis dans cette trail-là, tu y as été à plusieurs reprises. Tu l'as fait quoi, jusqu'en 2005? Je l'ai fait 3 fois, en 3 étapes. Parce que moi, je voulais faire une partie française. Fait que j'avais pas... J'ai fait 1650 km à pied. Fait que, tu sais, j'avais pas 3 mois de ma vie d'un coup sec pour le faire. Mais c'est bien que je l'ai fait comme ça. Je l'ai fait en 3 étapes. 2001, 2003, 2005. Tu l'as pas refait depuis? Non. Si j'avais à le refaire, parce que j'aimerais bien le refaire à Compostelle, si j'avais à le refaire, j'aimerais faire ça avec mes enfants. Avec ma femme Lise, oui. Puis ça serait peut-être bien qu'on le fasse en famille. Qu'on fasse un... Sauf que tu vas pas faire les 1600 km en famille. Non, mais si on le... Là, les gars sont un petit peu petits pour le faire. Ouais. Si quand Olivier aura 6 ans, donc Manu aura 7-8 ans, ça pourrait se faire. Ça se fait avec un âne. Tu peux louer les services d'un âne, OK? À ton point de départ, tu vas dans des gîtes qui acceptent les animaux. Moi, je connais un couple de Victoriaville qui ont fait ça à cheval. Mais pourquoi tu n'amènes pas une barouette, t'as qu'à faire? Bien, une barouette, c'est parce qu'il faut que tu entraînes. L'âne, mais tu sais, genre le petit truc que tu te... Ah, ça pourrait, mais l'âne, là, tu peux mettre l'équipement. Je l'ai vu, des familles. Tu mets l'équipement des enfants, tu peux même mettre ton enfant sur le dos de l'âne certaines journées. Autre moment qui a changé ta vie, c'est ta prof, Sophie Clément. Ah, Sophie... Comédienne, elle juste à l'École nationale de théâtre. C'était à Sainte-Thérèse à ce moment-là. Puis Sophie, ça leur a beau dire, des fois, elle dit « Ah, c'est pas tout à fait de même que ça s'est passé. » Oui, Sophie, c'est de même. C'est vraiment toi qui m'a mis dans la tête d'être comédienne par une phrase importante. Elle m'a ouvert une porte, Sophie. Puis j'avais le choix. J'entre ou bien non, je referme la porte. J'aurais peut-être fait autre chose dans ma vie si je n'avais pas été comédien. Ça n'aurait pas été mieux ou pire, tu comprends? Mais la porte, elle m'a ouvert une porte. J'ai entré, pourquoi? Parce que j'avais envie de faire ça. J'avais envie de faire quelque chose que j'aime. T'sais? Et c'est ça que j'ai fait. Puis Sophie, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si on est assis tous les deux ensemble aujourd'hui, c'est grâce à Sophie Clément. C'est quoi cette phrase-là? Mais là, tu dis tout à l'heure. La phrase qui a changé, là, qui a fait... J'y vais.
Bien, la phrase, c'était... Elle m'avait dit, Marcel Leboeuf, arrête de niaiser, tu devrais être un comédien, tu as le talent pour faire ça. OK. Puis elle avait vu, effectivement, parce qu'on en avait jasé, Ouais. là, à quel point ça t'ouvrait. Oui, quand je jouais, j'étais plus gêné. Puis elle dit, t'as un talent de comique en plus, mon gars. Ça t'arrive-tu encore d'être gêné? Oh, ça peut arriver des fois, oui. Ça peut arriver des fois. Des situations, ben oui. Tu sais. Des situations gênantes. Oui, là. des situations Sinon, t'es pas gênantes. intimide dans la vie, là. Je veux dire, Non, pas non. du tout, là. Non. C'était Non, pas- il y a une fois, il y a 9 ans de ça, je m'en vais au IGA à Saint-Hilaire. Première fois, ça fait 2 semaines qu'on habite à Saint-Hilaire, puis je rappelle au métro, puis ça donne que je vais au IGA. C'est comme ça. Fait que j'entre là. Puis moi, quand les gens m'aiment, ça veut pas dire qu'ils m'aiment pas au métro. Prenez pas ça de même, là, mais bon. J'entre, puis là, mon panier est bien plein. As-tu une petite bière de clochette, ça Non, c'est juste pour pas faire plus de publicité à un autre. Oui, là. je comprends. Mais, donc, je suis chez G.A. Pepin, puis mon panier est bien plein, tout ça. Puis à un moment donné, j'étais à la caisse numéro 8, j'entends une caissière à la caisse numéro 1, elle crie « Leboeuf, à ma caisse! » Et là, mon gars, je viens rouge, écarlate, tu comprends-tu? Je me fais crier Leboeuf. J'arrive à sa caisse, elle dit « Toi, là, elle dit, quand tu viens ici au IGA, elle dit, tu viens à ma caisse. Elle dit, pendant 16 ans, moi, je suis allé à ton théâtre d'été, j'ai tout vu tes pièces. Quand tu viens ici, tu viens à ma caisse. » Elle s'appelle Francine Ouellette. C'était... Écoute, et cette dame Ouellette-là, pendant 5 ans, mon vieux, j'ai eu du plaisir avec elle, ça. Un jour, ça fait peut-être un mois, je vois pas Mme Ouellette, puis j'apprends par d'autres dames qu'elle est en phase terminale. Ah, ouais. Fait que là, je fais aïe, je reviens à la maison, je dis à ma femme, tu sais pas quoi, Mme Ouellette, là? Mais elle se meurt, ça, tu sais bien. Puis la vie, c'était trop court, tu sais. Hasard. 2 jours plus tard, je donne une conférence à l'hôpital Notre-Dame le soir, et on me dit, une dame qui vient me trouver, elle me dit, Monsieur Leboeuf, ça serait-il possible pour vous de monter au 4e étage après votre conférence? Il y a une dame qui est ici, elle vous adore, elle sait pas que vous êtes là. Elle s'appelle Francine Ouellette. Non. J'ai dit, Madame, je donne ma conférence, je monte. Je te jure, Éric, quand je suis entré dans sa chambre à Francine, qu'elle m'a vu la face, le gars qu'elle aimait au théâtre, qu'elle aimait à la TV, là, qu'elle est à sa je te cage. jure, là, c'est comme si j'avais allumé un spot dans sa face. Là. Je suis resté là une heure. Elle est morte 2 semaines après. Et son mari, Louis, il m'a appelé en me disant, mon gars, t'as fait toute la différence pour les 2 dernières semaines de vie de ma femme. Moi, ça a pris 1 heure de ma vie à moi. C'est ça. Hein? C'est ça, tu sais, des fois, ce métier-là, tu sais, le monde, il nous voit à la TV, puis, tu sais, moi, j'aime le monde, je suis sincère avec ça. J'aime même ceux qui me mettent des bâtons dans les roues, qui me nuisent dans la vie. Parce qu'ils nous permettent de nous dépasser nous-mêmes quand on a ces blocages-là ou ces résistances-là. Nous autres, on doit surmonter ça. Ouais. Ça nous aide d'une certaine façon. Parle-moi de ton enfance avec ton grand-père. Je sais que tu aimes beaucoup ton père. Oui. Mais ton grand-père, il y a eu quelque chose de Oui, spécial. bien, c'est... Bon, première chose, pourquoi est-ce que j'aime tant mon grand-papa, puis je l'aimais là, depuis que je suis au monde. Moi, quand maman elle a accouché de moi, elle a eu quelques petits problèmes, tout ça, puis mes grands-parents m'ont pris. Ils m'ont gardé pendant quelques mois, tu sais. Pour les relevailles, ce qu'ils Ouais. les relevailles dans le temps. Et donc, tout de suite, tu sais, bon, alors, et comme je suis le plus vieux, donc étant le premier, je vais pas demander ça de même, mais on est 4 gars chez nous, c'est vous le plus vieux, fait que c'est comme ça. Alors donc, puis mes grands-parents puis mes parents sont natifs d'un petit village qui s'appelle Tourville, dans le comté d'Illette. Tu arrives à Saint-Jean-Port-Chély, puis tu rentres dans les Appalaches, là, C'est un gros village. c'est un petit village, Tourville, mais à l'époque, c'était assez gros parce que le chemin de fer passait là. Tu avais une ligne qui partait de Charny puis qui allait jusqu'à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Malheureusement, cette ligne de chemin de fer-là a été enlevée en 87. OK? Mais Tourville, pour le chemin de fer, ça s'appelait Monk. OK? Puis moi, quand j'étais petit, j'allais souvent à Tourville. Moi, Tourville, c'était la campagne, tout ça, tu sais. Et mon grand-papa. Mon grand-papa, je pourrais parler de mon père que j'adore aussi, tu sais, mais mon grand-père, ça a été mon héros, ça a été mon guide aussi. C'était un guide, mon grand-père. Et mon amour s'est multiplié pour mes grands-parents, je peux même pas vous dire le chiffre, parce que quand j'avais 14 ans, mon grand-père, il m'a annoncé que ma mère, il l'avait adoptée. Et ils ont entendu que j'avais 14 ans pour me dire ça. Parce qu'il voulait pas il pensait que ça me ferait de la peine, tu sais. Puis moi, je me rappelle très bien ce midi-là, j'avais dit à grand-papa et à grand-maman, vous venez de multiplier l'amour que j'ai pour vous autres. Je peux même pas vous dire le chiffre. Parce que quand vous êtes allé à la crèche à Québec, vous avez choisi, maman. Absolument. Parce qu'en 1934, quand on dit aux religieuses à la crèche à Québec, on va adopter une fille. Les religieuses, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait dans ces années-là? C'est ce qu'ils faisaient. Ils ont toutes mis en ligne des petites filles. La plus vieille, la plus petite. Puis là, mes grands-parents, ils ont fait, OK, ça va être elle. Ben, ça donne que c'est ma mère, je suis là. Ils auraient fait elle, je serais pas là. Tu comprends? Comment il se fait qu'ils ont fait elle? Mais ça, c'est dans eux autres. C'est comme ça. C'est la vie. Tu sais. Mais ils ont élevé ma mère dans l'amour. Puis c'est ce que tu as eu aussi dans ta vie par rapport à tes parents, parce que ça s'est transmis, puis tu redonnes ça à tes enfants. Écoute, tu comprends bien. C'est ça l'héritage familial, c'est ça qui n'a pas de prix dans le fond. Tu sais, on peut bien donner des meubles, des immeubles, des affaires, mais ça s'achète pas. Non. Et un jour, en 1981, je m'en vais. Moi, j'adorais faire des surprises à mes grands-parents. Et un midi, je monte à Tourville, je m'en vais faire des surprises. Je m'en vais leur montrer ma première auto neuve.
Et c'est l'heure du midi, puis on rentre dans la maison, petit gars, puis et mon grand-père, il se lève au bout de la table, et il me dit textuellement, « C'est maintenant le temps aujourd'hui, mon petit gars, je te donne toutes mes terres à bois. » Ça, c'était incroyable. Incroyable, parce que il a été généreux avec mes frères et mes cousines aussi, tu sais, mais de me transmettre au-delà du bien matériel, là, c'est un geste d'amour qu'il a fait là. Parce que depuis que je suis tout petit, il m'amenait sur ses terres à bois. C'est la passation du patrimoine. Oui, aussi. il m'a transmis la passion de la forêt, entre autres, tu sais. Moi, j'étais encore fou de la forêt. J'ai encore, tu dis, c'est à la vie à la mort. Parmi tes citations, tu m'en as donné une tout à l'heure, puis effectivement, c'est vrai, on va toujours trop loin pour ceux qui vont nulle part. Il y en a un autre. C'est merci Jean-Marc Chaput. C'est Jean-Marc qui m'a... Dans un moment en 2012 où j'étais vraiment triste, puis il m'avait dit ça. C'est ça. Ouais. Ton grand-père, c'est lui qui avait dit « Une montre brisée donne l'heure 2 fois par jour ». Non, ça, je ne sais pas d'où elle me vient, ça, c'est chinois, cette affaire-là. Mais même une montre brisée donne l'heure juste 2 fois par jour. Eh bien, pareil. Des fois, la personne la plus folle autour de toi peut te dire une grosse vérité. C'est vrai. Je pense que ça, c'était ton grand-père, par exemple. Le bon Dieu, tu peux le prier dans l'église, mais aussi dans le bois. Ouais. Il y a 2 choses qui viennent avec ça. Grand-père, lui, il était croyant. Il disait, le bon Dieu, mon petit gars, tu peux le prier dans l'église, mais tu peux le prier dans le bois. Moi, j'avais 5 ans, je cherchais partout, tu sais. Mais il me disait aussi, il faut par contre que tu ne crois pas tout ce que les hommes en soutane vont te dire. Et c'est vrai, parce que les hommes en soutane, c'est des humains aussi. Puis des fois, il y a des hommes en soutane qui n'étaient pas corrects, qui ont fait de l'abus, qui ont abusé émotivement, et autrement. qui ont abusé physiquement. Oui. C'est ça. Malheureusement, qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie de l'aventure humaine, tu sais. Et quand tu te fais abuser, il faut que tu relèves de ça. Il faut que tu réussisses à pardonner. Ça, c'est tough. C'est tough. Ça, c'est la patente la plus tough chez l'être humain, le pardon. Essaye donc de dire à un parent dont l'enfant est assassiné qu'un jour, peut-être, il va falloir qu'il pardonne. D'abord, commencer à se pardonner soi-même, de ne pas être capable de pardonner. Sauf que c'est essentiel de le faire, parce que sinon, tu portes le poids de tout ça. Sinon, t'es fait, Ouais, tu vas mourir avec ça. Puis c'est facile à dire, là, regarde. Hein? Tu sais, j'ai déjà pardonné pour des peines d'amour, et j'ose espérer, parce que j'ai déjà fait de la peine à des femmes. J'ose espérer que ces femmes-là me pardonnent, tu sais. Marcel, si t'étais un agrume, tu serais lequel? Si j'étais un agrume, moi, je serais, je pense, un citron. Un citron? Oui. Pourtant, ça sonne un peu péjoratif. Non, mais il faut pas le voir de ce sens-là, parce que le citron, il est bénéfique en Moses. C'est vrai qu'il y a des vertus. Ça a des grosses vertus, le citron. Oui, c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. OK. Ça s'appelle donc On presse le citron. 10 questions en rafale. Je suis parti du mot hasard par rapport à ton nouveau livre. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. J'ai essayé de voir les synonymes du mot hasard, puis ensuite partir de ces mots-là pour bâtir des questions, pour t'amener avec des réponses. Donc, c'est en rafale. Le premier, qui est un synonyme du mot hasard, c'est la chance. Hein? Quelle chance inouïe as-tu ratée dont tu t'en mords encore les doigts, Marcel? Une chance inouïe. Oh, je ne saurais pas te dire. Sincèrement, je ne saurais pas te dire. Non plus. Bien, il y en a peut-être, mais que je ne sais pas. Tu comprends? Si... une chance inouïe. Ou une chance tout court. Inouïe, c'est parce que souvent, c'est... Ouais, une chance tout court. Peut-être quelqu'un pourrait me dire, hey, Marcel, oui, cette fois-là, mais pour l'instant, là, ça me vient pas. Ça vient pas. C'est correct. Tu n'es pas obligé de donner des réponses sur toutes les affaires, là. Circonstances. Dans quelles circonstances peux-tu devenir méchant ou même en colère? Dans l'injustice. Quand on est injuste. Injuste envers moi, quand on est injuste envers les autres aussi. L'injustice me pue au nez. Puis l'injustice crasse. L'injustice calculée, l'injustice croche. Tu la rencontres? Genre, j'en rencontre tout le temps, tu sais, des gens qui sont injustes avec toi, qui te mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils veulent pas que toi t'avances, qu'ils veulent pas que tu développes telle affaire, tu sais. Le vie. Tu l'as vécu, l'injustice. On en a glissé un mot tout à l'heure par rapport au collier pur nu noisetier. Ça, c'était en quoi? En mars 2011. 2011. Ouais. T'es rendu où par rapport à ça? Ton cheminement, parce que c'est la seule brique que ça a d'être que tu as eue dans ta carrière, cette histoire-là. Oui. C'est que j'attends les résultats. Tu sais, moi, il y a 10 ans, quand j'embarquais dans ça, premièrement, j'ai essayé le collier parce que moi, je souffre d'ulcère dans la bouche. Puis quand j'avais 2 ans, mon grand-père me mettait ça dans le cou. C'est une histoire d'amour avec mon grand-père, parce qu'on est dans le bois. Puis moi, ça fait longtemps que je fais ça, le collier de noisetier, tu sais. Ça se peut-tu que ça soit juste tes croyances, puis que dans le fond, ça marche pas tel que la facture si le dit? c'était ça ferait longtemps que je serais débarqué. La recherche que je fais depuis 6 ans me dit le contraire. Donc, c'est une molécule qui est dans ce bois-là qui aura un impact dans le corps humain. Maintenant, ce que j'ai sous-estimé, et c'est ça que j'aurais dû fermer ma boîte, puis attendre que les résultats sortent, parce que c'est le temps de la recherche. C'est long, le temps de la recherche. Tu comprends? Mais il n'y a rien jusqu'à maintenant qui me prouve que je me trompe. Je te mets sur un terrain glissant quand je te fais parler de ça? Pas du tout. Non, t'es correct. Non. Comment tu l'as pris, ça, cet impact-là? Parce que, écoute, c'est une méchante job de bras qu'on t'a fait. Oui.
Bien, c'est-à-dire que les gens qui ont fait un job de destruction me concernant, ils ont fait une belle job. Mais pourquoi ils font ça à ce moment-là? Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, est-ce qu'on se sert de ma face pour faire des codes d'écoute? Est-ce que c'est... Il y a un peu de ça, tu sais, un peu... tu sais, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'objectivité dans ça. Ça fait, il annonce un affaire de produits naturels, il veut faire une crosse. Ça, on voit ça comme une crosse. Il veut faire de l'argent sur le dos des autres, puis tu sais... Ça se peut que tu été comme trop populaire à un moment donné, puis effectivement, je veux dire, t'as quand même bien gagné. T'as bien gagné ça chale parce qu'il y a des gens qui m'aiment bien. Ouais. Fait que ceux qui m'aiment bien, ben il y a les autres qui m'aiment moins, ou que ma face les énerve parce que font, il est dans tout, il touche à tout, c'est énervant. Puis comment est-ce que tu fais pour dire... Parce que tu peux pas expliquer à chaque personne, tu sais. Je pense que c'est Will Lamotte qui dit « J'aime mieux mourir incompris que de passer ma vie à m'expliquer Ouais. » C'est un peu ça que tu vis? Bien, c'était un petit peu... À un moment donné, je me suis essayé à vouloir expliquer, puis à un moment donné, ça fait de garde, Marcel, là. Oublie ça, là. Puis il y en a Oublie qui ça. comprendront Attends pas. que les résultats scientifiques, parce qu'il y a plein de Thomas, attends que ces résultats-là sortent, puis après ça, regarde. On en a pour combien de temps? Et je encore? serai assez honnête pour que si, un jour, les résultats font... On avait des espoirs, mais finalement, on s'est trompé. Je vais être assez honnête pour vous le dire. Mais là, quand si Rob Ford peut avouer ses fautes, toi, avec un petit collier de noisetier. Ouais, c'est franchement... Moi, je force personne à se mettre ça de quoi en Non, passant. c'est ça, exactement. Coïncidence. Quel événement incroyable t'est arrivé récemment? Une coïncidence, tu vas en avoir tout le temps, toi, dans ta vie, non? Des affaires incroyables. Pas nécessairement récemment, mais écoute, on a un petit peu de temps pour le compter. Ben oui, ben oui. Quand, moi, je suis natif de Lévis. Quand j'avais 11 ans, il y a une artiste peintre qui reste en face de chez moi que j'ai adorée, qui s'appelle Louise Carrier. Louise Carrier, malheureusement, est morte en 1976. Mais en 1965, elle se servait beaucoup de ses fils. Je les salue d'ailleurs, entre autres Emmanuel puis Jérôme, Emmanuel Guérand, qui est un artiste peintre aujourd'hui. Alors, moi, j'adorais aller chez lui, Emmanuel, parce que moi, je restais sur la rue Fraser à Lévis, donc sur le bord de la falaise, OK? Et Louise Carrier et son mari André Guérand, ils avaient fait leurs beaux-arts à Paris. Ils vivaient de la peinture au Québec dans les années 60. Écoute bien, mon chum, c'est garde, tu sais. Alors, quand t'entrais là, ils moulaient leur café. Dans les années 60, on ne moulait pas notre café. Ils décapaient leurs meubles, puis ils vivaient de la peinture. Ça sentait les tubes de peinture. En 1965, elle demande à mon père si je peux poser pour elle. Parce que ses fils, ils venaient tanner des fois. Puis elle partait du visage d'enfant, puis elle composait. Puis c'était très mystique comme peinture, de ce que je me rappelle, tu sais. Puis c'était des Saint-Jacques, Saint-Pierre, des choses comme ça, là, tout ça. Puis... Alors donc, je me retrouve, moi, sur un petit banc. Moi, je dis oui. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 11 ans. OK. Et elle fait mon visage à lui, mais j'ai 11 ans. Mais moi, ce que j'aimais, c'était de la faire parler. Depuis que je suis tout petit, j'aime ça faire parler. Là, en 77, j'ai 14 ans, mon père est transféré à Montréal. On oublie ça, tout ça. Il y a 6 ans de ça, à peu près, je décide de faire une recherche. Mais même pas de recherche. Tapes son nom sur Internet? Même pas. J'exprime à quelqu'un, je suis sur une terrasse à Lévis, que j'aimerais un jour voir la toile que Louise Carrier a faite de moi. Puis elle dit, regarde, Marcel, c'est bien ça. Puis je pense même pas à demander à Emmanuel s'il sait où est-ce qu'elle a rendu cette toile-là. Et là, la dame avec qui je suis, Diane Blanchette, qui est directrice de l'Anglicane, elle me dit, regarde, elle dit, la femme qu'elle a, elle dit, elle a des toiles de Louise Carrier. Je me lève, je m'en vais trouver la dame, qui s'appelle Anne Carrier, mais qui n'est pas parente avec Louise Carrier. Je me présente, elle dit, ouais, je te connais. J'ai dit, vous savez, quand j'avais 11 ans, je le sais, elle dit, c'est moi qui l'ai, la toile. Puis tu l'as jamais revu depuis ce Ben là, fait que là, je vois la toile, tu comprends bien. Il faut avoir beaucoup d'imagination. C'est mes lèvres, c'est mes yeux, mais sais-tu comment est-ce qu'elle a intitulé la toile? Comment? Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise, il a fait de Compostelle. Et là, mon gars, là, c'est anecdotique au bout. Je le sais, c'est anecdotique. Mais, mais regarde, je compte ça à Fabienne Larouche. Michel Trudeau, la chum à Fabienne, elle dit, attends une minute, toi, ils vont me chercher un roman. Il y a un film qui a été fait en 65. C'est Philippe Noiret qui joue dans le film. Il se prend dans le film pour Saint-François d'Assise. Le titre du film, c'est Marcel et les oiseaux. Sacrifice. C'est anecdotique au bout. Hey, Louise Carrier en 65, elle ne sait pas, moi, que je vais marcher Compostelle en 2001. Tu comprends? Elle est morte en 76. Mais j'aime ça, cette affaire-là. Moi, j'adore ça. Autre synonyme du mot hasard, concours. J'espère que je ne me tromperai pas en te posant cette question-là. Malgré ta grande carrière de comédien, tu n'as jamais remporté de trophée au gala Gémeaux, Jutra, Génie, Olivier ou Artiste. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Est-ce que c'est un hasard? Ou bien, malheureusement, une malchance? Une malchance, oui. C'est le seul trophée que j'ai, c'est un trophée meilleur acteur au Festival des films à Montréal. Okay. C'est le seul trophée que j'ai pour le film Rafale. Sinon, j'ai des nominations. Et pourquoi? Parce que Marcel, tu as Parce que j'ai joué dans des productions que les producteurs, ils ne présentaient pas. Tu sais, parce que le producteur, il faut qu'il présente, tu sais. Alors, malheureusement, comme ça. Petite injustice aussi par rapport à ça? Ben oui.
Ah oui. Puis moi, je suis calculé pour bien du monde comme un acteur, un comique. Il fait du théâtre d'été. Pourtant, moi, je t'ai vu faire des rôles dramatiques Ouais, très, je très, suis très capable d'en faire dramatiques. des rôles dramatiques. Oui, J'aime sais. ça en plus. Tu sais. D'ailleurs, je dis souvent que les plus drôles, puis je pense toujours à Olivier Guimond, tu sais, il pouvait nous faire pleurer, Olivier Guimond. Et même pleurer d'aplomb. D'aplomb, là. Ben oui. Absolument. Ben oui. Coup, parce que c'est un autre synonyme du mot hasard. La vie lui donne parfois des coups durs. Quel coup as-tu eu le plus de difficultés à encaisser au cours de ta carrière ou de ton existence? Moi, j'avoue que la fête des noisetiers, ça, c'est... Ça donne un coup des noisetiers, hein? Ça donne un coup des noisetiers. Ça, tu sais, puis je trouve ça injuste. Je trouve ça... tu sais, on fouille pour... tu sais, non, c'est fait pour nuire. Accident. On parle d'accident de parcours quand tout à coup dans notre vie change de direction à cause de circonstances extérieures incontrôlables. Quel accident de ce genre a changé le cours de ta vie? Puis là, je parle pas de Sophie Clément. Tu quelque chose, à un moment donné, tu fais... Hey, si j'avais tourné à gauche, là, je serais pas à droite. Bien, en fait, tout est comme ça. Oui. Tu comprends? Tout est comme ça. Ma décision de vouloir devenir journaliste m'amène à Sainte-Thérèse. Mais pourquoi? J'ai décidé ça. Il fallait que je décide quelque chose. Fait que j'ai qu'un journaliste, sans trop y croire. Mais pourquoi? J'avais peut-être vu quelque chose le matin, un reportage. C'est ce qui t'a amené de comédien. Tu sais, j'ai rencontré des gens formidables sur le chemin de Compostelle. Mais si, mettons, j'étais arrêté pour attacher mes bottines, bien, il y a des gens que j'aurais jamais rencontrés. Ton français, là, ton miroir, là, tu l'as rencontré depuis le Compostelle? Non, j'ai plus jamais eu de nouvelles de ce gars-là. Fait que tu l'as rencontré sur ce chemin-là, puis plus jamais. Ouais. Impondérable. On dit faire contre mauvaise fortune bon cœur. Les épreuves sont-elles plus formatrices que les victoires? Bien, les épreuves sont formatrices, oui. C'est curieusement, puis même des fois, je devrais peut-être dire malheureusement, c'est dans la souffrance qu'on avance. Là, tu sais. Il y a un peu de ça là-dedans. Là. Le coup de pied dans le cul qu'on mange nous fait toujours avancer d'un pied. Là. Oui. Tu sais, puis en tout cas, ça développe la sagesse en baptême, là, ça, je peux te le dire. Là, tu sais, ça... Mais en même temps, bien, oui, mais ça peut t'amener vers la victoire aussi. Tu sais? Jodassin, enfin, un peu. Excuse-moi, j'ai trop vite. Fortune, un autre synonyme du mot hasard. On perd sa vie à la gagner, chantait Jodassin. Hein, tu connais cette chanson? Que regrettes-tu de ne pas avoir assez fait parce que tu travaillais trop? Je te dirais que c'est peut-être plus avec Laurence et Diane de ne pas avoir été assez là parce que j'étais dans ma job d'acteur, puis que je voulais tellement réussir, tu sais. C'était ergomane, un vrai ergomane, un workaholic à ce moment-là. Et tu traitais de ça, je veux dire, t'en es-tu sorti? Non, bien, c'est-à-dire pas vraiment sorti, sauf que je peux, par contre, donner plus de temps à ma famille. Tu sais, les conférences, j'en fais un peu moins, j'en prends moins. Tu sais, parce qu'à un moment donné, ça aussi, là, ça venait... j'en faisais des fois des 14 par semaine. Là. C'est une drogue, le travail. Hein? Ça gèle autre chose. Oui, mais moi j'avais l'impression d'être vivant. Parce que je travaille, je t'en demande. C'est pas juste ça, être vivant. Pas juste ça, le travail dans la vie. Malchance. Certaines personnes sont chanceuses, d'autres malchanceuses. Qu'est-ce que les premiers ont de plus que les deuxièmes? Je sais pas, mais peut-être le fait de le savoir. C'est une bonne réponse. D'en être conscient. Non, mais souvent, je pense entre autres à ma sœur. Je vais donner un exemple. Ma sœur, là, elle part de chez elle, puis elle a des 25 km d'un endroit, puis elle dit, je vais avoir une place direct en avant. Puis elle l'a. Tu sais, il y a des gens, je sais pas, on dit à Québécois, ils ont la marde collée au tu sais quoi. Mais c'est peut-être aussi d'être vraiment à l'écoute de toi, d'être dans, je sais pas, dans ton corps. Je sais pas. J'ai pas trop de réponses à ça. OK. Dernière petite question, puis grosse en fait. Là. Sort, tu sais, sort. On parle du sort par rapport au hasard. Putain, c'est l'autre, on en a parlé tout à l'heure. Le docteur te regarde et te dit, Monsieur Leboeuf, il vous reste un an à vivre. Tu fais quoi avec cette année-là? Je pars avec ma famille. Je pars avec les enfants puis avec Lise. Puis on fait le tour du monde. Puis t'as des regrets ou des remords? Non, j'ai pas de regrets. Faut pas avoir ça, des regrets. Faut constater des fois qu'on a fait des erreurs, tu sais, mais elles sont faites. Faut pardonner. Faut demander pardon des fois aussi. T'sais. On vient sur le pardon qui est si dur aussi. Oui, mais parce faut que pas avoir pardonner aux autres, c'est difficile, mais se pardonner à soi, c'est encore ça. Oui, puis pour pas avoir de regrets, faut que tu parles. Faut pas attendre. Moi, il y a un moment donné, il y a une fille, elle vient me voir au début de la trentaine, après une conférence sur le hasard, ça fait déjà 1 an et demi que j'en donne sur le hasard. Elle dit, je ne sais pas ce que ça veut dire, M. Leboeuf. Elle dit, moi, ça fait 5 ans que je parle plus avec ma mère. Ma mère, elle ne sait pas ce que je reste, puis moi non plus, je ne sais pas ce qu'elle reste. Elle dit, je viens voir une conférence sur le hasard à soir. Elle dit, je rentre dans la salle, je tombe dans les yeux de ma mère. Elle dit, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Puis elle s'en va. Moi, je sais ce que ça veut dire. Ou bien tu parles à ta mère maintenant, ou bien ça se peut que tu y reparles jamais à ta mère. T'sais. Parce que ta mère, peut-être que dans 2 jours, elle va être morte. T'sais.
Ce bloc-là, il s'appelle Bon jusqu'à la dernière goutte. Mon Marcel, je vais utiliser ton livre. C'est lui que tu viens de lancer sur le chemin du hasard. Oui, sur les chemins du hasard. Ouvre-le à la page 36. Oui. Lis-moi le passage de ton livre. OK. À la page 36. Tu sais, moi, j'ai fait ça, d'abord et avant tout, pour laisser des traces à mes enfants. Oui, parce que les paroles s'en vont, les écrits restent. Oui, exactement. Qu'ils sachent un peu. Si j'avais à partir demain, qu'ils sachent un peu de quoi leur père, de quel bois leur père se chauffe. S'ouvrir à l'imprévisible, laisser nos désirs libres d'aller de l'avant, se laisser guider tout en effectuant les bons choix. Voilà ce que j'appelle vivre. Bien sûr, deux questions se posent. Peut-on provoquer les hasards? Si oui, s'agira-t-il alors de véritables hasards? De par sa définition, un impondérable ne peut pas être forcé ou imposé. Bien sûr, nous pouvons toujours, à l'occasion, aider le hasard en provoquant certaines rencontres. Ce qui est indéniable, c'est que nous pouvons tirer le meilleur des situations survenues, fussent-elles heureuses ou malheureuses, pour poursuivre notre route et aider d'autres personnes à avancer sur la leur. Selon les circonstances, l'exercice n'est pas toujours facile à pratiquer, j'en conviens. Néanmoins, je souscris à ce vieux dicton anglais dont l'insistance me semble des plus importantes. Si vous échouez une première fois, essayez encore. Et si vous échouez encore, essayez encore, encore et encore. Dans le fond, c'est ça. C'est que chaque échec doit mener vers une nouvelle tentative, sinon ça reste un échec. C'est ça, dans le fond. Oui. Marcel, il faut quand même que je le mentionne. C'est la période du Salon du Livre. Alors, sur le chemin du hasard, il y a aussi le livre La Passion selon Marcel. 2 livres, qui sont aussi des conférences. C'est tiré de mes conférences, c'est ça. C'est des réflexions sur mes conférences. Donc, si j'assiste à ta conférence, ça, c'est un complément? Ça, c'est un complément, exactement. Exactement, parce que ça m'était demandé souvent un outil de réflexion pour après-conférence. Donc, c'est ça. Il y a même les DVD, on peut t'écouter à la maison, avec, entre autres, le Club des passionnés, ça, c'est drôle, avec, justement, le DVD de La Passion selon Marcel. Il y en a même un, écoute, le Chemin de Compostelle, guide pratique et touristique, un DVD qui dure 5 heures, dans laquelle c'est toi qui fais la narration. T'as envoyé combien de Québécois sur le chemin de Compostelle? Pas loin de 20 000 jusqu'à maintenant. Puis t'as pas touché une scène de ça? Non, pas en tout. Alors, t'imagines? Ça s'appelle de nous suivant. Mais merci de l'avoir fait. Il y a les conférences Le chemin de Compostelle, La Passion selon Marcel et ta nouvelle sur le chemin du hasard. D'ailleurs, on a qu'à aller sur marcel.ca pour avoir tous les détails et toutes les dates. Il y a la tournée Ladies Night 2013-2014. Ça fait combien de temps que tu joues dans Ladies Night? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. On approche la 500e. T'es-tu sérieux? Oui. Alors, c'est avec Guillaume Lemaitre-Vierge, Michel Charette, Frédéric Pierre, François Chénier, Sylvie Boucher, bien sûr, Marcel. Vous allez sur ladies-night.ca pour avoir toutes les dates. Vous avez ça. Puis ensuite, il y a le dîner de con l'été prochain au théâtre Victor Charland à l'Assomption. Oui, ça, j'ai bien hâte. Avec André Robitaille. Moi, je fais le con. Oh, oui. Ah, tu vas être bon. Écoute, j'ai hâte à ça, là. Alors là, il y a le site ledînerdecon.com, le dîner de con, vous mettez CONS, là, .com pour tous les détails. Je veux dire aux téléspectateurs, si vous avez des questions ou des suggestions à nous faire pour l'émission On n'est pas pressé, vous pouvez nous écrire à info@tvrl.ca. Et en terminant, j'ai trouvé une citation de Saint-Exupéry qui m'a fait penser à toi, mais dans le bon sens. J'espère que tu vas bien le prendre. On ne peut montrer le chemin à celui qui ne sait où aller. Et toi, tu sais où tu t'en vas, Marcel. Je pense que je voulais te dire ça. Merci infiniment de ta visite. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Ça va passer en coup de vent. Bonne route, Marcel. Bonne route à toi aussi. À la semaine prochaine, tout le monde.